Cogito, l'émission où nous explorons les projets de recherche et de création des étudiants et étudiantes au cycle supérieur de l'Université Laval. La recherche en médecine est vaste et diversifiée. On sait que le système de santé québécois mobilise la moitié du budget total de l'État. Il y a donc toujours place à l'amélioration. Nous verrons si l'utilisation des ressources dans les soins en traumatologie est optimale au Québec. C'est le sujet qu'explore Tiwende Valérie Porgo dans le cadre de son doctorat en épidémiologie. Jacinthe Leclerc cherche pour sa part, pendant son doctorat en pharmacoépidémiologie, à connaître l'impact de la substitution aux médicaments génériques dans le domaine de la cardiologie. Mais commençons cette émission avec un peu de recherche fondamentale pour tenter de comprendre le développement des cellules cancéreuses dans le corps en compagnie de l'étudiante en biologie moléculaire, Alexia Caillé. Mes travaux de recherche portent sur le cancer, mais plus précisément sur la progression tumorale. Donc, le principe de la tumeur primaire qui va migrer dans le corps et s'implanter dans un organe autre que l'organe primaire. Donc, à ce moment-là, c'est une tumeur secondaire qu'on appelle également une métastase. La prévalence du cancer au Canada est actuellement, selon Statistique Canada 2015, de 1 homme sur 2,2 qui sera atteint du cancer au courant de sa vie et de 1 femme sur 2,4. Le taux de décès associé au cancer est de 1 sur 4 chez les Canadiens. Donc, c'est vraiment une maladie qui va toucher tout le monde. Oui, il y a plus de cancer parce qu'il y a plus d'agents mutagènes. Il y a plus de cancer aussi détectés parce que la population est plus vieillissante. Donc, on laisse place au cancer. Souvent, avant, les gens mouraient d'autres choses. Il y a plus de sensibilisation qui se fait. Donc, les gens sont plus à l'écoute de leur corps. Ils vont pouvoir détecter beaucoup plus tôt la présence d'un cancer. Donc, le traitement va se faire beaucoup plus facilement également. Dès qu'on prend le cancer au stade primaire, il est beaucoup plus facilement traitable puisqu'on peut simplement retirer la tumeur par chirurgie. Là où ça devient plus compliqué de traiter un patient, c'est lorsque le cancer se propage dans le corps. À ce moment-là, la chirurgie n'est plus très adaptée. Si on se retrouve, par exemple, avec des métastases dans les os, dans le cerveau, dans le foie en plus de la tumeur primaire, ça commence à être beaucoup d'endroits. Parfois, la masse est trop petite pour être détectée même. Donc, même si on enlève toutes les tumeurs qui sont accessibles, il y en a qu'on n'aura pas détectées, qui vont pouvoir se développer. Donc, à partir du moment que le cancer est avancé, qu'il y a des tumeurs secondaires, des métastases, c'est toujours plus difficile à traiter. Même la radiothérapie ne s'appliquera pas nécessairement puisqu'il faudra éradier beaucoup trop de zones. À ce moment-là, ça va être la chimiothérapie qui va être de mise, mais encore là, est-ce que la chimiothérapie va réussir à tout enlever? Pas nécessairement. C'est pourquoi l'importance de notre sujet de recherche qui tente de confiner les cellules à l'état de tumeur primaire. Ça rendrait le traitement plus facile puisqu'on peut simplement retirer la tumeur primaire et on évite d'endommager le reste du corps. On garde ainsi le patient avec une espérance de vie plus grande et on facilite le traitement. La progression tumorale, en fait, c'est une cellule qui va se développer de façon anarchique et elle ne mourra plus. Donc, il va y avoir une accumulation de cellules formant ainsi une tumeur qui va être confinée sous une espèce de barrière. À ce moment-là, on parle d'une tumeur bénigne. Lorsque les cellules vont continuer à se multiplier et à s'accumuler, elles vont venir à briser cette barrière-là et on parlera alors de tumeur maligne, donc ici un cancer primaire. Les cellules vont par la suite transiter. Il va y avoir une modification, puisqu'à la base, dans la tumeur primaire, les cellules sont à l'état épithélial. Donc, elles sont côte à côte, jointes les unes aux autres par des jonctions, un peu comme un mur de briques. Mais lorsqu'elles transitent, elles vont devenir à un état ce qu'on appelle mésenchymateux. À ce moment-là, les cellules deviennent plus solitaires et elles ont la capacité de migrer. Donc, elles vont quitter la tumeur primaire, elles vont migrer à l'extérieur de la tumeur et se rapprocher des vaisseaux sanguins. Elles vont pouvoir pénétrer dans la circulation sanguine pour pouvoir se déplacer dans le corps humain. Mais évidemment, puisqu'elles migrent un peu à travers le tissu, lorsqu'elles entrent dans la circulation sanguine, pour faciliter leur déplacement, elles vont faire une autre transition vers un état qu'on appelle amoeboïde. Donc, à ce moment-là, au lieu d'être des cellules qui se déplacent tranquillement sur la paroi, elles vont devenir rondes et simplement se laisser flotter avec le courant sanguin. Donc, elles vont pouvoir parcourir le corps comme ça, jusqu'à temps qu'elles retrouvent un micro-environnement qui est spécifique à ces cellules-là. Elles vont retransiter vers l'état mésenchymateux, donc elles vont retourner à l'état capable de migrer. Elles vont s'implanter dans un organe distant par rapport à l'organe d'origine. Puis, elles vont transiter à nouveau vers l'état épithélial pour reformer un nouveau petit mur de briques, donc une tumeur secondaire, dans un autre organe. À ce moment-là, on parlerait de métastase, donc la progression du cancer dans le corps.
L'intérêt du laboratoire du Dr Huot se penche beaucoup sur la protéine SAM68, mais ses rôles notamment au niveau de la migration des cellules, donc à l'adhésion des cellules lorsqu'elles vont pénétrer dans les organes distants par rapport à la tumeur primaire. Donc, c'est vraiment les deux mécanismes qui nous intéressent. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Si on réussit à éviter que les cellules migrent, sortent de la tumeur primaire, on va pouvoir confiner les cellules cancéreuses au stade primaire et donc éviter la progression du cancer, ainsi faciliter le traitement. Donc, si on empêche les cellules d'adhérer, tout simplement, les cellules vont poursuivre leur chemin dans la circulation et vont finir par être dégradées. Donc, il n'y aura pas de métastases. Ou, du moins, si on peut contrôler l'organe cible des métastases, on pourrait rallonger la vie du patient, puisque les métastases dans le cerveau, nécessairement, ça raccourcit la vie des patients beaucoup plus qu'une métastase dans le foie, qui est beaucoup plus facilement traitable. SAM68, c'est une protéine courante, normale et importante dans les cellules saines, en fait, puisque SAM68 est responsable de la morphologie, de la migration et de l'adhésion des cellules saines. On sait qu'elle est surexprimée en cas de cancer, mais elle a aussi un rôle dans les cellules saines, puisqu'elle est importante dans le développement embryonnaire, elle est importante dans la réparation tissulaire et elle est importante aussi dans la progression métastatique. Donc, elle est tout le temps là dans le corps. Mais nous, ce qu'on fait quand on fait des tests, c'est qu'on bloque un peu l'expression de la protéine naturelle dans la cellule pour permettre seulement l'expression de notre protéine mutée. La protéine mutée, qui va se retrouver dans nos cellules, va pouvoir avoir un comportement différent ou non. Donc, dans le fond, ce qu'on va évaluer, c'est est-ce que la mutation va avoir un effet sur le fonctionnement de notre protéine. Puisqu'on mute à différentes régions, si on sait qu'une mutation, exemple, dans la région de liaison à l'ARN, empêche l'adhésion, à ce moment-là, ça nous donne un indice sur la fonction de cette région-là. L'objectif final, ce serait de pouvoir modifier SAM68 pour pouvoir contrôler l'organe qui va être ciblé par les cellules cancéreuses ou complètement empêcher la migration de SAM68 et le confiner au stade primaire, donc un cancer primaire. Le but d'évaluer mes différentes lignées cellulaires avec mes mutants de SAM68, c'est vraiment pour pouvoir cerner quels mutants vont être intéressants pour la suite de nos recherches. Donc, dans le fond, pour pouvoir modifier le profil métastatique. Lorsqu'on aura ciblé certains mutants qui sont intéressants, on va pouvoir implanter ces cellules-là, ces cellules avec le protéine mutée, dans des souris. Par la suite, on va pouvoir vérifier est-ce que ça va modifier le profil métastatique dans les souris par rapport à nos cellules cancéreuses d'origine sans le mutant de SAM68. Si on réussit à faire varier le profil métastatique, à ce moment-là, on pourrait réussir à atteindre des organes moins dommageables chez la souris, par exemple, et ainsi rallonger l'espérance de vie. L'avantage de nos jours, c'est que la majorité des tests nous permettent de suivre la progression tumorale dans une souris à l'aide de matériaux fluorescents, par exemple, qui vont vraiment pouvoir nous permettre de voir la progression tumorale dans la souris sans avoir besoin de la sacrifier. Donc, à ce moment-là, on fait également une économie de souris, en plus déjà d'avoir fait un tri au préalable des différents mutants qui nous intéresseraient. Le fondamental, c'est toujours important dans le parcours d'une recherche. C'est vraiment comme une quête de connaissances qu'on pourra par la suite rapiécer et appliquer ensuite. Après en avoir appris un peu plus sur le développement des tumeurs, explorons un peu la pharmacologie. Lorsqu'un brevet est échu, plusieurs médicaments génériques peuvent faire leur apparition sur le marché, parfois pour une fraction du prix. L'option est donc tentante. Mais les génériques sont-ils aussi efficaces? C'est la question que se pose Jacinthe Leclerc, candidate au doctorat en pharmacoépidémiologie. Elle s'intéresse plus particulièrement au domaine de la cardiologie. Ma recherche porte sur l'impact de la substitution aux médicaments génériques en cardiologie. Ce qu'on veut savoir, c'est si, lorsqu'un patient se présente à la pharmacie et reçoit son médicament générique plutôt qu'un médicament original, il y a un impact au niveau clinique et au niveau de la mortalité. Je suis infirmière de formation. J'ai travaillé dans des salles d'urgence militaires et civiles pendant quelques années. Et puis, ce qui m'a poussée à poursuivre mes études en cardiologie et en pharmacologie, c'est simplement l'intérêt et les questions que je me posais en voyant des réactions, des événements indésirables survenir chez des patients, entre autres suite à la substitution à certains médicaments génériques. L'innovation de ce projet-là, c'est qu'au Québec, à ma connaissance et à notre connaissance, à notre équipe, c'est la première fois qu'un projet d'une telle ampleur, si je peux dire, va être mené dans une base de données populationnelle évaluant l'impact de la substitution en cardiologie
précisément. La base de données qu'on utilise, c'est le Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec. C'est un jumelage de 5 fichiers médico-administratifs détenus par la RAMQ, qui est la Régie d'assurance médicaments du Québec, dans le cadre d'un mandat de surveillance octroyé à l'Institut national de santé publique du Québec par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Depuis 2012, dans le fond, le ministère a accordé et a demandé à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, de surveiller l'évolution des maladies chroniques au Québec dans différents champs: diabète, ostéoporose, santé mentale, traumatisme, cardiologie. Donc là, moi, je rentre avec ma co-directrice qui est chercheur là, Claudia Blais, et puis on travaille en cardiologie avec le jumelage de ces fichiers-là. Les maladies précises que j'étudie dans mon projet de doctorat sont l'insuffisance cardiaque et la cardiopathie ischémique, qui peuvent se traduire par l'infarctus ou bien l'incapacité du cœur à pomper le sang adéquatement dans le corps. Je vais aussi étudier l'hypertension artérielle. On a des médicaments qui vont aller réduire les lipides ou le cholestérol dans le sang. On a aussi des médicaments qui vont aller aider le cœur à se contracter efficacement. Ça, c'est administré chez des patients dont le cœur, vraiment, la pompe du cœur ne fonctionne plus adéquatement. Dans le cadre du protocole, on va évaluer 15 médicaments originaux qui ont tous plusieurs médicaments génériques. Au total, on va évaluer l'impact de la substitution suite à ces médicaments génériques-là. On en a environ 150 à analyser. Le brevet protège l'inventeur d'un composé actif d'un médicament. Puis généralement, l'inventeur va enregistrer son invention dès qu'il a trouvé la formule chimique de l'ingrédient actif, c'est-à-dire dès le début, avant même que ce soit donné à un animal ou bien dans le début des tests in vitro, par exemple. Par la suite, il y a beaucoup de tests à faire in vitro chez les animaux avant que le médicament soit donné pour la première fois à un humain pour s'assurer de la sécurité et de la tolérabilité. Enfin, c'est donné chez l'humain. Tout ça, c'est protégé par le brevet, cette période-là. Les tests sont conduits chez l'humain, exemple, chez 12 sujets, 15 sujets, puis là, on va monter tranquillement là, avec les phases de recherche clinique jusqu'à la fin de la phase 3 qui va nous donner ensuite des résultats suffisamment sécurisants et sécuritaires pour aller sur le marché. Tout ça peut prendre 10 à 12 ans. Donc, l'inventeur est protégé pendant 20 ans pour ce qui est de son innovation avec la molécule. Dès la fin du brevet, les compagnies génériques peuvent commercialiser les produits en question. Généralement, les compagnies génériques vont avoir eu le temps de recréer quand même la molécule dans leur propre laboratoire. Ils ont le droit d'en stocker pendant 6 mois, d'avoir recréé leur pilule, et puis d'être prêts le jour où le brevet se termine pour les envoyer dans les pharmacies puis qu'ils soient distribués aux patients deviennent disponibles. Les compagnies génériques ont des tests à faire avant d'envoyer leurs médicaments sur le marché. Avant tout, ils doivent avoir l'approbation de Santé Canada. Donc, ils doivent être homologués. Les médicaments originaux aussi doivent être homologués. Mais c'est beaucoup plus rapide pour les médicaments génériques. En gros, la molécule générique doit se situer entre 80 et 125 % par rapport au médicament original. Une fois que cette norme-là est acceptable, donc entre les bornes mentionnées de 80 et 125 %, il doit aussi avoir la même forme pharmaceutique. Fait que si on a une pilule, il faut avoir une pilule comme équivalent générique. Et puis le même dosage. Si c'est 40 mg, ça doit être 40 mg de médicaments génériques. Dans le médicament générique, l'unique ingrédient, si on peut dire, qui est identique à l'ingrédient du médicament original, c'est l'ingrédient actif. Donc, c'est le médicament qui fait son effet sur le corps là, pour soit réduire la tension artérielle ou faire uriner plus ou peu importe l'action, l'indication voulue. Tout le reste, qui sont les ingrédients non médicamenteux, par exemple, l'amidon, le lactose, les colorants qui servent à tenir la pilule ensemble, peuvent varier de l'ordre de 100 %. Donc, ils ne sont pas réglementés non plus. Ils sont reconnus comme étant inactifs, donc normalement, on ne s'en inquiète pas, mais ils peuvent varier énormément d'une pilule à l'autre. À l'échéance d'un brevet d'un médicament original, il y a un ou plusieurs médicaments génériques qui peuvent arriver sur le marché. Généralement, pour des gros médicaments en hypertension, entre autres, on peut voir de l'ordre de 2 à 12 médicaments génériques pour le même médicament original. Le médicament générique est généralement moins dispendieux, de l'ordre de 3 pour 1 par rapport au médicament original.
Donc, si, exemple, une boîte d'un antihypertenseur coûte 100 pour un mois, un antihypertenseur original, ça pourrait être de 33 pour un médicament générique. Les assureurs peuvent décider ou non de rembourser un médicament ou l'autre. Donc, généralement, quand on a des options moins dispendieuses qui arrivent sur le marché, comme les médicaments génériques, il y a plusieurs assureurs qui vont dire, nous, on ne paye plus l'original, on paye ce générique-là. Ou telle catégorie générique, ils en choisissent 2, 3, puis c'est ceux-là qui remboursent. Si je donne l'exemple de l'assureur public, ici au Québec, qui est la Régie de l'assurance maladie du Québec, il y a la portion assurance médicaments, qui couvre majoritairement les patients ou les citoyens âgés de plus de 65 ans et plus. On favorise énormément le remboursement du médicament générique. Donc, tout le monde va aller vers là éventuellement. La littérature dit qu'il n'est pas supposé d'avoir de différence significative en termes d'événements indésirables ou d'impact clinique entre un médicament générique et un médicament original. Par contre, il y a des histoires de cas, des éditoriaux. C'est principalement ça qu'on voit, qui dit qu'il y a des médecins qui posent la question, qui lèvent le drapeau. Dans ma pratique, j'ai vu tel problème de santé suite à la substitution. On est revenu à l'original, on est revenu au générique, puis on voit quelque chose de récurrent chez certains patients, puis qui se posent la question. La littérature est vraiment partagée. 50-50, c'est très conflictuel actuellement comme sujet. Mon hypothèse pour mon doctorat, puis l'idée originale, est qu'il va y avoir une différence suite à la substitution au médicament générique par rapport au patient qui est resté sur le médicament original. S'ils seront plus dommageables, moins dommageables ou autres, je ne peux pas le dire pour l'instant, mais suite à mon expérience clinique antérieure, je remarquais une différence, soit que le médicament substitué était trop fort, pas assez fort ou entraînait trop d'effets secondaires suite à la substitution. Je suis pour la prise de médicaments quand c'est approprié. Donc, un patient qui est malade et puis que la meilleure façon de le soigner, le plus efficacement pour lui, pour qu'il regagne une qualité de vie rapidement, qu'il retourne au travail ou qu'il continue à faire vivre sa famille ou vivre le bonheur avec ses proches, c'est de prendre un médicament, bien, ça vaut la peine. Par contre, je ne suis pas au recours aux médicaments en première instance quand on pourrait faire, par exemple, une modification des habitudes de vie qui nous permettrait d'atteindre un poids santé et puis de régler le diabète ou bien un problème cardiaque léger. S'il est possible de réduire les coûts des médicaments au Québec, pourrait-on faire de même avec toutes les ressources utilisées en traumatologie? Cette question complexe est plus rarement étudiée dans les systèmes de santé publique. La doctorante en épidémiologie, Piwende Valérie Porgo, s'attelle à cette tâche complexe. Je travaille sur l'utilisation des ressources médicales pour les soins des traumatismes qu'on appelle communément les blessures. Au Canada, les blessures représentent la première cause de décès chez les moins de 45 ans. Et chaque jour, on compte 165 personnes qui vont rester partiellement ou totalement handicapées suite à leurs blessures. Les soins en traumatologie figurent parmi les spécialités médicales les plus intenses et les plus coûteuses. Rien que pour l'année 2010, les coûts liés aux hospitalisations ont été estimés à 16 milliards de dollars canadiens. Pour une personne blessée, le fait d'être admis dans un centre de traumatologie va réduire les risques de décès de 30%. Les centres de traumatologie sont des hôpitaux avec des équipements spéciaux pour la prise en charge des personnes avec des blessures sévères. Donc la traumatologie, ce n'est pas un lieu spécifique dans l'hôpital, mais c'est une spécialité médicale. Donc peu importe l'endroit où la personne est soignée, à partir du moment où il est blessé, alors on va considérer que c'est de la traumatologie. Au Québec, nous avons 59 centres de traumatologie qui constituent un réseau de traumatologie, un système qu'on appelle régionalisé parce qu'il y a des protocoles qui assurent le transfert des patients en fonction de la sévérité et de la complexité des blessures dans les centres les mieux équipés. La prise en charge va dépendre de la localisation géographique du patient. S'il est blessé en région et que le seul hôpital autour de lui, c'est un hôpital de stabilisation, alors il y sera admis jusqu'à ce qu'on puisse le transférer dans un hôpital avec de meilleures ressources médicales. Donc, ces meilleurs hôpitaux peuvent être des hôpitaux secondaires régionaux, secondaires ou tertiaires. Donc, les tertiaires sont les hôpitaux qui offrent des soins très spécialisés ou ultra spécialisés. Les centres de traumatologie sont régulièrement évalués. Ces évaluations consistent à connaître leur performance, c'est-à-dire à savoir s'ils fournissent les soins selon les recommandations en vigueur,
et si les soins offerts améliorent réellement la santé des patients. Ce qui se fait actuellement, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec l'INES, qui est l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Et on a des indicateurs qui sont les outils statistiques, en fait, qui donnent de l'information sur la performance des hôpitaux. Jusqu'à présent, on a développé des indicateurs sur la mortalité, les complications, les réadmissions non planifiées, ainsi que sur la durée de séjour. Aucun indicateur basé sur l'utilisation des ressources n'a été développé. Pourtant, une revue systématique de la littérature menée dans les pays industrialisés montre que jusqu'à la moitié des lits d'hôpitaux peuvent être occupés à tort. Les longs séjours hospitaliers peuvent augmenter les risques de déclin fonctionnel, de maladies nosocomiales, de complications liées aux interventions inutiles, ainsi que de décès. Par ailleurs, l'Institut de médecine estime que tout système de santé qui se veut de qualité doit réussir à éviter le gaspillage. Donc c'est la définition qu'elle donne à l'efficience. L'objectif principal de mon projet de recherche, c'est de développer un indicateur de l'intensité d'utilisation des ressources pour les soins aigus en traumatologie. Alors j'estime d'abord l'utilisation des ressources dans le système de traumatologie québécois, puis j'identifie les déterminants de l'utilisation de cette ressource. Je me sers du registre de traumatisme du Québec sur la période 1999-2012 et je ne m'intéresse qu'aux adultes. En utilisant les données sur les coûts, on peut arriver à estimer l'intensité d'utilisation des ressources, à condition de calculer les coûts des différentes interventions reçues par les patients. C'est pour ça que j'utilise la méthode ABC, l'Activity Based Costing. Donc, il s'agit d'un procédé simple en 2 étapes. Premièrement, pour chaque patient, j'identifie les unités de soins utilisées, le nombre de jours passés en soins réguliers ou le nombre de radiologies effectuées, par exemple. Ensuite, je multiplie chacune de ces unités de soins par leur coût unitaire correspondant et j'en fais un total. Donc, c'est un procédé qui n'est pas couramment utilisé dans le domaine de la médecine, mais qui permet d'illustrer la part de chaque centre d'activité hospitalier dans la totalité des coûts. Donc, à titre d'exemple, supposons qu'une heure aux urgences coûte $100, une radiologie par résonance magnétique $100, un jour en soins réguliers $100, un jour en soins intensifs $300. Alors, le coût des soins d'un patient qui va passer 1 heure aux urgences, qui aura une radiologie par résonance magnétique, puis sera admis aux soins intensifs pendant 1 jour et aux soins réguliers pendant 1 jour, sera de 100 plus 100 plus 100 plus 300, donc $600. Et 50% de ces $600 seraient imputables aux soins intensifs. Les coûts incluent tout ce qui est administratif, donc tout ce qui est impression de papier, tout ce qui est matériel en fait. Voilà. Mais ils n'incluent pas les salaires des médecins. Ça, c'est une autre base de données qui est gérée par la RAMQ, qui est difficilement accessible. En moyenne, les soins aigus en traumatologie dans le système québécois vont coûter à peu près $10 000 pour un patient adulte. Globalement, les déterminants de l'utilisation des ressources sont dans l'ordre: la partie du corps la plus touchée, la sévérité de la blessure, l'âge, l'année d'admission, le mécanisme de blessure, s'il s'agit d'une chute, d'un accident de la route, de blessures pénétrantes, de l'état de conscience du patient, la pression artérielle et du statut de l'assurance. Globalement, au bloc opératoire, à l'unité des soins intensifs, pour l'imagerie, pour les chirurgies mineures, aux urgences et aux soins réguliers. Si on prend les soins intensifs et l'imagerie, on voit que le mécanisme de blessure en soins intensifs influence davantage l'utilisation des ressources que l'âge. Mais en imagerie, l'âge va plus influencer l'utilisation des ressources que le mécanisme de blessure. Plus l'âge augmente, plus on remarque que la durée de séjour augmente. Par contre, les coûts, eux, diminuent. Ce qui suggère que les patients âgés seraient traités de façon moins intense que les patients plus jeunes. Cette étude permet d'obtenir des coûts détaillés en fonction des caractéristiques des patients et des hôpitaux. Ces coûts peuvent être utilisés pour des analyses coût-efficacité, coût-utilité et pour développer un indicateur de l'utilisation des ressources, comme ce sera le cas dans ma dernière étude.
D'ailleurs, l'INES prévoit l'implantation de cet indicateur dans le système de traumatologie québécois d'ici la fin de 2016. Les résultats de mon projet de recherche sont en fait des résultats préliminaires à un autre projet qui, lui, est international. Donc, ce projet vise à examiner la relation entre l'utilisation des ressources et d'autres indicateurs, notamment la structure des hôpitaux, la façon dont les soins sont offerts, la mortalité, les complications, le taux de réadmission non planifié, etc. Donc, il s'agit là d'un projet qui va permettre d'établir des interventions visant à améliorer l'utilisation des ressources à la lumière des résultats cliniques et même non cliniques tenus pour les patients. C'est déjà tout pour Cogito, l'émission de vulgarisation des étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Veuillez noter que toutes nos émissions sont également disponibles sur le web. Merci à tous nos partenaires et collaborateurs. À bientôt.